Sous les lumières, Enrico Macias sourit encore, comme si la musique avait le pouvoir d'effacer le temps. Pourtant, lorsque les applaudissements s'éteignent, une autre histoire commence. Celle d'un homme poursuivi par des visages absents, une terre interdite et des regrets impossibles à réparer. Il a chanté la paix au monde entier, mais n'a jamais retrouvé la paix en lui. Derrière chaque mélodie se cache une blessure, et derrière son sourire, une vérité qu'il a longtemps refusé de regarder en face. À plus de 80 ans, Enrico Macias avance encore vers la lumière. Son pas est plus prudent, son corps porte les traces du temps, mais dès que sa main retrouve la guitare, quelque chose se redresse en lui. Le public voit un sourire, une silhouette familière, une voix qui refuse de vieillir. Pourtant, derrière cette image rassurante, une peur plus profonde demeure, celle du silence qui l'attend lorsque le rideau tombe. Pour lui, la scène n'est plus seulement un métier, elle est devenue un abri. Tant que les projecteurs brillent, les souvenirs restent à distance. Tant que les applaudissements montent, la pièce vide, les photographies anciennes et les visages disparus semblent reculer. Mais après chaque concert, quand les couloirs se vident et que les voix s'éloignent, il redevient un homme seul face à tout ce que la musique ne peut pas entièrement effacer. En 2020, son corps lui rappelle brutalement sa fragilité. Après une chute dans une rue de Paris, il se fracture le col du fémur. L'accident impose une lourde opération, puis une longue rééducation. Marcher redevient un combat, monter sur scène une épreuve, et chaque déplacement exige un courage que le public ne voit pas. À cet âge, beaucoup auraient accepté de s'arrêter. Lui, au contraire, ne pense qu'au retour. Car renoncer à chanter signifierait bien davantage que quitter les projecteurs. Ce serait perdre le dernier endroit où la douleur accepte de se transformer. Sur scène, un regret devient une mélodie, une absence devient un refrain, une blessure peut enfin être partagée. Dans la solitude, rien ne se transforme, tout revient dans sa forme la plus cruelle. Certains artistes redoutent l'oubli. Enrico semble redouter autre chose, être laissé seul avec sa mémoire. Le succès ne l'a jamais protégé contre les pertes. Il lui a seulement offert quelques heures de répit. Et plus les années passent, plus ce répit devient précieux, presque vital. Derrière chaque rappel du public, il entend peut-être aussi la promesse qu'il n'est pas encore abandonné. C'est pourquoi son obstination ne relève pas de la vanité. Elle ressemble à une lutte pour rester debout. Chaque concert est une victoire provisoire contre le temps, contre la fatigue, contre cette chambre intérieure où l'attendent ceux qu'il n'a jamais vraiment quittés. Mais cette peur n'est pas née dans un hôpital parisien, ni au soir de sa vieillesse. Elle remonte à bien plus loin, à une rue de Constantine, à un homme abattu en plein jour et à un jeune musicien qui comprit soudain que toute une vie pouvait disparaître en un seul instant. Avant de devenir Enrico Macias, il s'appelait Gaston Grenacia. À Constantine, il n'était encore qu'un jeune homme partagé entre l'enseignement, la guitare et cette musique malouf qui reliait toutes les mémoires de la ville. Dans les ruelles, les mélodies arabes, juives et andalouses se répondaient comme si les peuples pouvaient encore vivre dans une même respiration. Au centre de cet univers se trouvait cher Raymond Léris. Maître respecté, chef d'orchestre admiré, il fut pour Gaston plus qu'un guide musical. Il était aussi le père de Suzy, la jeune femme dont il était tombé amoureux. Auprès de lui, Gaston apprenait à jouer, mais surtout à croire que la musique pouvait franchir les frontières dressées par les hommes. Puis, en juin 1961, une balle brisa cette illusion. Cher Raymond fut assassiné en pleine rue, à Constantine. Un homme tomba, mais avec lui s'effondra tout un monde. Pour Suzy, ce fut la perte brutale d'un père. Pour Gaston, celle d'un maître, d'un modèle, et de la dernière preuve que l'harmonie restait possible dans une Algérie déchirée par la guerre.
Après ce meurtre, rester devint dangereux. Il ne s'agissait plus de sauver une carrière, mais simplement de rester en vie. Gaston et Suzy quittèrent alors la terre qui les avait vus naître. Ils montèrent sur un bateau pour la France, avec quelques affaires, une guitare, et cette impression terrible de partir sans savoir s'ils reverraient un jour les visages de leur enfance. Sur le pont, la côte s'éloignait lentement. Il regardait son pays disparaître à l'horizon, comme on regarde une porte se fermer sans avoir eu le temps de dire adieu. C'est dans cette blessure que naquit « Adieu mon pays », non comme une chanson destinée au succès, mais comme le cri étouffé d'un homme arraché à lui-même. Le paradoxe fut cruel. Ce qui allait faire connaître Enrico Macias au monde venait du moment où Gaston Grenacia avait tout perdu. Sa première grande lumière fut allumée par une nuit intérieure. Plus tard, des milliers de personnes reprendraient cette mélodie, sans toujours mesurer ce qu'elle contenait. Un père assassiné, une ville abandonnée, un amour jeté sur les routes de l'exil. La France lui offrirait bientôt une scène, un public et un nouveau nom. Pourtant, elle ne pourrait jamais lui rendre ce qui était resté derrière lui. On peut reconstruire une maison, refaire une carrière, apprendre à sourire dans une autre langue. Mais comment reconstruire l'endroit où l'on se sentait appartenir au monde? Enrico allait devenir célèbre, parfois même considéré comme un messager de paix. Mais plus les projecteurs s'allumeraient autour de lui, plus une question grandirait dans l'ombre. Comment être aimé partout lorsque l'on ne peut plus rentrer chez soi? En France, le jeune exilé ne tarda pas à trouver une voie. Son accent, sa guitare et ses mélodies venues de Constantine portaient une chaleur traversée de nostalgie, une joie qui semblait retenir une larme. Gaston Grenacia devint Enrico Macias, et l'homme sans patrie commença à être applaudi dans le monde entier. Les salles se remplirent, les chansons voyagèrent, les frontières s'ouvrirent devant lui. Il chanta l'amour, la fraternité, la paix entre les peuples. On le reçut comme un ambassadeur des sentiments simples, ceux qui parlent à tous sans demander de passeport. Pourtant, plus sa renommée grandissait, plus une contradiction douloureuse s'installait en lui. Il pouvait entrer dans presque tous les pays, sauf dans celui où son enfance était restée. Son identité semblait impossible à enfermer dans une seule case. Français, juif, né en Algérie, nourri de musique arabe et andalouse, il portait plusieurs mondes que la politique voulait séparer. Pour certains, il était trop proche de l'Occident. Pour d'autres, ses racines nord-africaines suscitaient la méfiance. Même lorsqu'il parlait de paix, ses paroles étaient jugées à travers des blessures historiques qu'il ne pouvait effacer. Dans plusieurs pays arabes, des concerts furent contestés ou annulés. L'artiste qui rêvait de rapprocher les peuples devint le prisonnier des camps qu'il refusait de choisir. Cruauté suprême. Être accusé de ne pas appartenir au bon côté, alors que sa musique cherchait justement un lieu où les côtés cesseraient d'exister. Puis vint l'année 2000. Après près de 40 ans d'exil, une lueur apparut. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika envisagea son retour. Un instant, Enrico put croire que la porte de Constantine allait s'ouvrir. Il imagina les rues de son enfance, les parfums oubliés, le sol quitté dans la peur. Mais la politique rattrapa le rêve. Face aux oppositions, le voyage fut annulé. Cette déception ne fut pas seulement celle d'un chanteur privé d'un concert. Elle réveilla la promesse faite à sa mère, celle de revenir chanter sur sa terre natale. Elle mourut sans voir ce souhait accompli. Certaines promesses sont brisées par les hommes, d'autres par l'histoire. Mais le cœur ne distingue pas toujours la différence. Enrico était devenu l'enfant de plusieurs cultures, mais l'orphelin d'un seul pays. Il possédait des maisons, des disques, une grande carrière, mais il cherchait ce sentiment élémentaire,
celui de pouvoir dire « ici, je suis chez moi ». Alors, quand la terre se dérobe sous les pieds d'un homme, il finit parfois par faire d'une personne son unique patrie. Pour Enrico, cette personne avait un nom, Suzy. Mais ce refuge portait déjà une fragilité que ni l'amour ni la gloire ne pourraient longtemps contenir. Suzy n'avait pas rencontré une vedette. Elle avait aimé Gaston, le jeune guitariste de Constantine, sans fortune ni certitude. Elle avait partagé avec lui la peur après l'assassinat de son père, l'exil précipité, le bateau vers la France, puis les années où chaque succès cachait le prix du déracinement. Quand le monde commença à appeler son mari Enrico Macias, elle resta celle qui connaissait l'homme derrière le nom. Elle avait vu ses hésitations, ses blessures silencieuses, ses nuits de doute. Pour lui, Suzy devint plus qu'une épouse. Elle fut le dernier morceau de Constantine vivant dans sa maison. Mais cette maison reposait sur un cœur fragile. Suzy souffrait d'une maladie cardiaque congénitale. Elle dut subir 4 opérations à cœur ouvert. Chaque intervention plaçait la famille devant la même terreur, celle de la perdre sur une table d'hôpital. Enrico pouvait chanter devant des milliers de personnes, mais un simple appel suffisait à faire vaciller son courage. Cette peur aurait pu les rapprocher sans réserve. Pourtant, la célébrité installa une autre distance. Les tournées s'allongèrent, les hôtels se succédèrent, les retours devinrent trop courts. L'artiste appartenait au public, tandis que Suzy attendait celui qu'elle avait connu avant les projecteurs. Des années plus tard, Enrico reconnut ses infidélités. Hier, il expliqua que les longues absences l'avaient parfois conduit à céder, tout en affirmant que son âme était restée tournée vers Suzy. Mais aimer quelqu'un ne suffit pas toujours à empêcher de le blesser, et cette vérité est parfois plus douloureuse qu'une séparation. Suzy choisit de pardonner. Était-ce par amour, par fidélité à la famille, ou parce qu'après avoir perdu son père et son pays, elle refusait de perdre aussi son foyer? Personne ne peut répondre à sa place. Son silence ne prouvait pas l'absence de douleur. Il révélait peut-être la force d'une femme qui préférait porter ses blessures plutôt que voir s'effondrer ce qu'elle avait construit. Le paradoxe était cruel. Enrico vivait dans la peur que la maladie lui arrache sa femme, mais il fut aussi celui qui fit souffrir ce cœur déjà menacé. Il redoutait la mort, sans mesurer les petites morts intérieures provoquées par l'attente, le doute et la trahison. Pendant des décennies, Suzy survécut aux opérations, aux absences et aux vérités difficiles. Elle resta près de lui lorsque les salles étaient pleines, mais aussi lorsque les portes se refermaient. Il croyait encore que leur histoire résisterait à tout. Puis, un contrat financier entra dans leur vie. Au début, il ne ressemblait qu'à une affaire de maison. Personne ne savait encore qu'il allait devenir une tempête, et que cette fois, même le pardon de Suzy ne suffirait plus à protéger leur monde. En 2007, Enrico Macias pense encore pouvoir protéger ce qu'il a construit. Pour rénover sa villa de Saint-Tropez, il s'engage dans un montage financier complexe avec la banque Landsbanki. Sur le papier, l'opération semble offrir une solution. En réalité, elle ouvre une porte que personne ne saura refermer. Lorsque la crise financière éclate en 2008, la banque s'effondre, mais le contrat demeure. Les clauses deviennent un piège. Les chiffres prennent une dimension irréelle et la maison familiale se retrouve menacée. Là où Suzy devait trouver du repos, les appels, les dossiers et la peur d'une saisie installent une tension permanente. Pour Enrico, le danger n'est plus abstrait. Il voit vaciller le dernier refuge, bâti après l'exil. Il se bat contre des documents qu'il comprend mal, contre une mécanique froide, incapable de mesurer ce qu'une maison représente pour 2 êtres qui ont déjà perdu leur pays. Au même moment, le cœur de Suzy faiblit. Après 4 opérations à cœur ouvert, elle connaît depuis longtemps les hôpitaux et cette menace suspendue au-dessus de chaque journée. Mais cette fois, l'angoisse financière s'ajoute à la maladie.
Enrico la regarde s'épuiser, sans savoir comment arrêter la tempête entrée dans leur vie. Le 23 décembre 2008, Suzy meurt. Avec elle disparaît la jeune femme de Constantine, celle qui avait fui à ses côtés, pardonné ses absences, supporté ses infidélités. Enrico ne perd pas seulement son épouse, il perd sa mémoire vivante, son témoin, sa patrie la plus intime. Après sa mort, il dira que la pression de l'affaire bancaire avait accéléré son déclin. Ce n'est pas une conclusion médicale, mais le cri d'un homme cherchant encore le moment où tout aurait pu être évité. Le deuil transforme chaque détail en accusation. Puis vient la culpabilité. Tant que Suzy était là, certains silences semblaient protéger leur couple. Après son départ, ils deviennent insupportables. Enrico comprend qu'il reste des excuses, qu'il ne pourra plus prononcer, des blessures qu'il ne pourra plus réparer, des vérités repoussées parce qu'il croyait disposer encore de temps. C'est là que le vrai poids de sa dette apparaît. Les 30 millions d'euros menacent ses biens, mais une autre dette le ronge davantage, celle envers la femme qui avait tout traversé pour lui. L'argent peut se discuter devant un tribunal. Le pardon, lui, exige une présence, et Suzy n'est plus là pour l'entendre. À partir de ce jour, chaque concert devient une conversation avec une absente. Il chante devant des foules, mais une seule personne manque. Quand les lumières s'éteignent, la question revient, plus cruelle que toute décision de justice. Combien vaut une excuse lorsqu'elle arrive après la mort? Après la mort de Suzy, Enrico n'a même pas le temps de tomber. Le deuil devrait lui laisser le droit de se taire, de fermer les portes, de pleurer loin du monde. Mais les lettres d'avocats continuent d'arriver, et la menace sur leur maison devient son combat solitaire. Pendant près de 10 ans, il affronte Landsbanki et les liquidateurs. Chaque audience réveille la même peur, perdre la villa de Saint-Tropez, les souvenirs enfermés dans ses murs, ce qui reste encore de Suzy. Pour les tribunaux, il s'agit de contrats et de millions d'euros. Pour lui, il s'agit d'un foyer, d'une vie entière. En 2019, le verdict tombe comme une seconde condamnation. Son recours est rejeté et l'obligation de rembourser près de 30 millions d'euros demeure. À un âge où beaucoup cherchent un peu la paix, Enrico doit encore défendre ses biens, son nom et l'avenir de sa famille. La fortune n'a plus le goût du succès. Elle ressemble à un héritage empoisonné. Mais l'argent n'est qu'une partie de ce qui l'épuise. Avec les années, les visages familiers disparaissent. Bien avant Suzy, il avait perdu son frère cadet, Jean-Claude, dans un accident de voiture en 1965. Ce Jean-Claude-là n'était pas le producteur devenu, plus tard, son collaborateur. Lahadley, il était son frère, son compagnon de jeunesse, une présence arrachée trop tôt. Des années après ce drame, Enrico donnera le même prénom à son fils. Celui-ci deviendra musicien et producteur et travaillera à ses côtés. Le nom de Jean-Claude porte alors deux destins contraires, l'un interrompu sur une route, l'autre poursuivi dans les studios. Comme si une famille pouvait tenter de réparer la mort en transmettant un prénom. Puis viennent les amis, les artistes de sa génération, les compagnons des années de gloire. Chaque disparition emporte une conversation, un souvenir, une partie du monde qu'il avait connu. Vieillir, comprend-il, ce n'est pas seulement sentir son corps ralentir, c'est devenir le gardien d'une époque dont les témoins s'effacent. Autour de lui, les dettes soulèvent une inquiétude plus intime. Que restera-t-il à ses enfants et à ses petits-enfants? Une œuvre, bien sûr, mais peut-être aussi des charges qu'ils n'ont pas choisies. Le patrimoine qui devait protéger les siens risque de devenir un poids sur leurs épaules. Alors Enrico revient vers la scène. Non parce que tout va mieux, mais parce qu'il ne sait plus où aller. Là, les morts reprennent un visage. Les souvenirs trouvent une mélodie, et les regrets cessent quelques instants de lui demander des comptes. Pourtant, son corps devient plus fragile, ses pas plus hésitants. Et une dernière peur grandit en lui, celle qu'un jour, même la scène refuse de le sauver. Après l'opération,
Chaque pas devient une négociation avec la douleur. Enrico Macias avance plus lentement, mesure ses gestes. Pourtant, dès qu'un rideau s'ouvre, quelque chose en lui refuse de vieillir. Son corps hésite, mais sa voix cherche encore la lumière. On pourrait croire qu'il s'agit seulement de fidélité au public. La vérité est plus profonde. Pour Enrico, quitter la scène ne signifierait pas prendre sa retraite. Ce serait accepter de rester seul avec tout ce qu'il a perdu, Suzy, son frère, son maître, ses amis, sa mère et cette ville de Constantine qu'il porte en lui comme une blessure jamais refermée. Sur scène, les absents reviennent autrement. Une mélodie peut rendre un visage à Suzy. Une chanson peut rouvrir les rues de son enfance. Un accord de guitare peut faire croire, pendant quelques minutes, que le temps n'a pas tout détruit. Mais lorsque les applaudissements cessent, aucune musique ne répond dans la chambre vide. C'est là que se trouve la réponse à la question posée depuis le début. Enrico ne craint pas seulement de ne plus pouvoir chanter. Il craint ce qui viendra après, le silence, l'immobilité, la mémoire sans refuge. Certains hommes redoutent la mort. Lui semble redouter davantage une vie où rien ne couvrirait plus les voies du passé. Ça, et toujours, au bout de cette histoire, il y a Constantine. Plus de 60 ans après son départ, le désir d'y revenir demeure. Il a chanté sur les plus grandes scènes, traversé des continents, reçu l'amour de foules entières. Pourtant, le lieu qu'il souhaite revoir le plus reste celui qui lui a fermé sa porte. Adieu mon pays n'est donc plus seulement la chanson née sur un bateau en 1961. Elle est devenue le fil secret de toute son existence. À chaque interprétation, il ne dit pas simplement « adieu à l'Algérie ». Il dit adieu à son père spirituel, à sa jeunesse, à sa mère qui attendait son retour, à l'homme qu'il était avant que l'histoire ne le chasse. Peut-être sait-il désormais qu'il ne récupérera jamais tout ce qui lui a été pris. On ne revient pas intact dans une ville quittée sous la peur. On ne répare pas une excuse adressée trop tard. On ne rend pas la vie aux morts, même avec la plus belle des chansons. Alors il continue, non parce qu'il a vaincu sa tristesse, mais parce qu'il a appris à lui donner une voix. Chaque concert est une manière de rester debout, chaque refrain une résistance, chaque lumière une promesse provisoire. Et lorsque le public prononce encore son nom, Enrico Macias n'est plus tout à fait un exilé. Pendant quelques instants, il retrouve une patrie faite de visages, de souvenirs et de musique. Puis le rideau tombe et l'homme repart avec sa guitare, portant en lui le pays auquel il n'a jamais cessé de revenir. Enrico Macias n'a peut-être jamais retrouvé la terre qu'il a quittée, ni réparé toutes les blessures laissées derrière lui. Pourtant, il continue de chanter, parce que certaines douleurs ne disparaissent pas. Elles apprennent simplement à devenir des mélodies. Derrière chaque sourire, il reste Suzy, Constantine, les absents et les regrets. La Akita. Mais tant qu'une lumière s'allume devant lui, l'exilé retrouve un foyer. Et tant que sa voix demeure, le silence n'a pas encore gagné.